prête et prêt à embarquer pour l'Inde? Ici, tout est intensité. Les couleurs, les sons, les odeurs, chaque instant me bouscule et me chahute. Chaque instant me fait me sentir vivante. Loin de mes repères, c'est un voyage intérieur qui commence. Dans le chaos des villes, dans la quiétude du désert, dans les rencontres improbables, là, j'écoute ma petite voix et j'espère vous, la vôtre. C'est parti pour 6 épisodes, un nouveau tous les 2 jours. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Salut et bienvenue dans le 5e épisode de cette série en immersion en Inde où je vous embarque avec moi dans ce voyage, mais surtout dans les réflexions que ça suscite et dans la manière dont le voyage peut me permettre ou pas d'écouter mieux ma petite voix. Je m'excuse par avance parce que là, nous sommes mercredi soir, il est 21h03 précisément. J'enregistre depuis ma chambre d'hôtel à Agar. Donc on est remonté, on est allé jusqu'au nord du Rajasthan et on est même dans une nouvelle région qui s'appelle l'Uttar Pradesh. Peut-être que je dis des bêtises, mais bref, vous vérifierez. Et malgré que l'hôtel soit sympa, on n'échappe pas au bruit et au klaxon de la rue. Et c'est d'ailleurs un truc là dont je voulais vous parler, parce que c'est une expérience d'être sur la route en Inde. Avant même d'avoir mis le pied dans un temple, avant même d'avoir découvert le désert, avant même d'avoir humé la moindre épice. En général, le premier contact avec l'Inde, ça se passe dès la sortie de l'aéroport, dans le taxi. Et en général, puisque vous descendez de l'avion, vous êtes dans une grande ville. Moi, dans mon cas, c'était Delhi. Et je peux vous dire que vous êtes saisi, cueilli, aspiré dans l'ambiance indienne immédiatement, parce que vraiment, les routes d'Inde, et en particulier dans les villes, c'est quelque chose à vivre en ayant quand même, je vous préviens, le cœur bien accroché. Pour essayer de vous décrire l'expérience, déjà, notre guide a dit un truc qui résume assez bien la situation. Si tu sais conduire en Inde, tu sais conduire partout dans le monde. Ça me semble assez juste. En gros, pour vous décrire l'ambiance sur les routes en ville, c'est un chaos monumental. Si là, vous êtes en train d'imaginer le chaos, imaginez encore plus chaotique fois 100, fois 1000. Il y a des centaines de véhicules de toutes sortes. Il y a évidemment des voitures, des camions, des rickshaws, vous savez, là, les pousse-pousse, voilà. Il y a beaucoup de 2 roues, et là, on se dit, ces gens-là ont un rapport à la vie, je sais pas, ils doivent beaucoup croire à leur destin. Il y a évidemment les piétons, et j'oubliais évidemment de parler d'elles, mais il y a aussi beaucoup de vaches qui sont potentiellement au milieu de la route, parfois allongées, parfois debout, mais comme les vaches sont sacrées, de toute façon, on ne peut que imaginer les contourner. Donc déjà, imaginez toute cette petite population là, tout ça tient dans un mouchoir de poche, c'est très engorgé. Et là, je vous décris les véhicules, mais évidemment, au milieu de ça, il y a pas mal de piétons, toutes ces femmes avec leurs saris de plein de couleurs. Il y a plein d'étals, alors ça peut être des étals de marché avec des fruits de saison, ça peut être des vendeurs de, je ne sais pas moi, des maroquiniers, etc. Mais tout ça vit dans un très très joyeux bordel, mais vraiment très très bordel. Quand vous êtes sur la route, c'est simple, je crois que à part respecter les feux rouges à peu près, pour le reste, il n'y a aucune règle. Il y a rien, pas de règle de vitesse. D'ailleurs, on roule pas non plus hyper vite parce que les routes sont pas non plus toujours dans un état qui le permet, mais il n'y a pas de règle. Donc, c'est un bazar hallucinant, et pour se prévenir les uns les autres qu'ils sont en train d'arriver sur ta gauche, sur ta droite, ça klaxonne. Donc, c'est une cacophonie de klaxons en
permanence. Permanence, permanence, permanence. C'est quand même assez impressionnant pour qui n'a jamais vécu ça. Et surtout, ce qui est le plus dingue dans tout ça, c'est que les voitures, les deux roues, tout le monde se faufile dans le moindre interstice. Et on se dit à chaque fois, mais ça ne va jamais passer. Eh bien, figurez-vous que ça passe. Donc c'est vraiment un truc incroyable. Maintenant que je vous ai dit ça, il y a une autre donne très étonnante dans ce bordel ambiant et ces concerts de klaxons, c'est qu'en réalité, malgré les apparences de tout ce que je vous décris là, personne ne s'énerve en fait. Tout se fait, alors évidemment, c'est pas le calme, mais c'est la fluidité dans le chaos, quoi. Parce que comme je vous le dis, là où on a toujours l'impression que le scooter ne va pas passer, que la voiture va se prendre le rickshaw ou quoi, ça passe. Mais surtout, il n'y a aucune animosité chez aucun des conducteurs. Là où nous, en France, on s'énerve assez vite. Moi, je suis la première à klaxonner dès que le feu passe au vert pour que l'autre devant avance. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est cool, en fait. Ce qui me vient à évoquer cette image-là qui m'est venue en regardant tout ça, c'est que je me disais, mais en fait, est-ce que dans nos ruminations mentales, quand on pense trop et tout ça, est-ce que c'est pas un petit peu comme cette circulation-là? C'est-à-dire que il y a un espèce de flot absolument désordonné, voire chaotique de pensées qui partent dans tous les sens, avec potentiellement, on passe de penser à acheter du dentifrice pour demain à j'ai envoyé, il faut que je réponde au mail de tel client. Enfin, il y a un truc comme ça qui va dans tous les sens et n'importe comment. Il y a même certaines pensées qui klaxonnent plus fortes que d'autres et qui veulent absolument être entendues. Potentiellement, quand on est dans un mode rumination, on a le sentiment, comme là dans la circulation que je vous décris, que c'est bloqué, complètement engorgé. Mais enfin, la réalité, c'est que quand même, on finit toujours par s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et que du coup, ce flot de pensées-là qui nous assaille à un moment donné, bah, il finit bien par avancer, par se fluidifier et par potentiellement nous lâcher un petit peu, quoi. Et voilà, ça m'amusait de voir ce joyeux bordel et de me dire que finalement, ça se passait bien. Ben peut-être que dans nos têtes et dans nos vies, c'est parfois un peu comme ça. Ça semble bordélique et cacophonique, et puis finalement, ça finit par couler et passer. Et c'est souvent beaucoup moins catastrophique que ce qu'on aurait imaginé. Je sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, ça m'a parlé. Une autre chouette, même très 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 chouette expérience dont je voulais vous parler, on l'a vécu, je sais plus, peut-être il y a 2 jours. Franchement, alors ça, on est un peu hors sol en termes de planning, mais bon, allez, vous m'en voudrez pas si c'est pas tout à fait ça, mais non, je pense que c'était il y a 2 jours et c'était dans la ville de Pushkar. On a vécu un moment suspendu et hors du temps. Pushkar, c'est une ville de pèlerinage, notamment parce que le dieu Brahma, il y a un temple qui lui est consacré et c'est le seul dieu qui n'a qu'un seul temple dans tout le pays ou peut-être dans le monde entier, et c'est à Pushkar. Et notre guide nous dit, je vais vous emmener sur les bords du lac sacré de Pushkar et on va y vivre une cérémonie hindoue avec un prêtre que je connais. Donc on se laisse un peu embarquer. Et déjà, là pareil, alors on est à pied dans les rues de Pushkar et on passe par un marché, donc c'est coloré, c'est bordélique, il y en a dans tous les sens. Là encore, il faut contourner les vaches. Enfin,
Et en même temps, c'est bordélique et joyeux, quoi. Il y a quelque chose de très vivant et surtout, ce que j'ai aimé dans ce moment-là, c'est que nous, notre petit groupe de 4 touristes, on était bien les seuls touristes ou à peu près que j'ai croisés ce matin-là. Et on finit par arriver sur les bords du lac. Pour décrire, en fait, autour du lac, il y a une cinquantaine d'installations qui ont été prévues pour accueillir des cérémonies. Quand je dis installation, en fait, c'est très simple. En fait, c'est les prêtres qui reçoivent sur des marches je pense que c'est du marbre blanc en fait au sol, et les prêtres nous accueillent là pour des petites cérémonies. Et donc voilà, il y a une cinquantaine de points comme ça autour du lac. On est à la fois dans quelque chose de très cérémonieux, si on peut le dire comme ça, avec une dimension très sacrée, mais le bordel ambiant est toujours là, il y a beaucoup de monde, il y a du bruit, il y a des femmes avec leurs jolis saris, il y a les hommes, je vais pas parler des hommes, pour certains habillés de tuniques et de pantalons comme ça, tout en blanc, pour certains avec des turbans, voilà, de couleurs différentes, suivant notamment peut-être les religions, mais bon, il y a vraiment une ambiance particulière. Et donc le prêtre nous accueille et nous fait vivre une cérémonie hindoue. Donc en fait, on va s'asseoir vraiment sur les tout bords du lac, sur les marches là en marbre blanc, et le prêtre nous fait nous asseoir tous les 4 les uns derrière les autres et va mettre dans nos mains des fleurs de rose. On a donc les 2 mains en coupole comme ça. Et il va y mettre des fleurs de rose, du sucre, de l'eau de rose et je ne sais plus. Bon, il nous aura aussi mis autour du cou un collier de fleurs, des fleurs oranges, et puis il nous aura également accueillis, ça c'est quelque chose qu'on nous a pas mal fait ici, en nous mettant une petite peinture végétale, vous savez, au niveau du 3e œil, là, un peu là où les femmes mettent leur bindi, ce petit point rouge. Ben là, on a je crois pareil, effectivement, une petite peinture de couleur rouge à ce niveau-là. Et il va nous expliquer que le but de la cérémonie, en fait, quand on vient ici à Pushkar, c'est pour se purifier. Peut-être se purifier de ses péchés. Moi, je l'ai compris comme un moment de purification pour un nouveau départ. Et donc, il nous explique ça. Et on a toujours nos mains en coupole avec ces offrandes, en fait, qu'il a mis dans nos mains. Et il va nous faire répéter des mantras. Alors, c'est rigolo parce que, comme moi, avec le Kundalini Yoga, j'ai fini par en connaître certains par cœur. Et là, j'ai retrouvé pas des mantras complets identiques, mais en tout cas certains mots, etc. Et donc, on répète. Et il nous explique et il nous traduit aussi en anglais ce que signifie chacun de ces mantras. Et donc, il y a vraiment une idée de purification et de protection, et notamment protection pour nous-mêmes, protection pour nos parents, nos enfants, nos amis, nos proches. On va comme ça répéter après lui chacun de ces mantras. Et vraiment, je nous sentais... on est un groupe, on n'est pas nombreux, on n'est que 4, mais on se marre vraiment beaucoup. On est plutôt dans cette ambiance un peu de franche rigolade que de recueillement total. Mais là, il n'y avait pas de rigolade. Je pense on avait vraiment chacun envie de vivre ce moment-là à la hauteur de ce qu'il était, quoi, dans une forme de recueillement. Alors, ça n'a pas duré longtemps. En plus, la cérémonie en elle-même, ça a duré une dizaine de minutes. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment vécu et accueilli le truc à fond. Et c'était très touchant. On a fini cette petite cérémonie en allant déposer les offrandes qu'on avait dans les mains dans le lac sacré. Et j'ai trouvé l'image très belle parce qu'en fait, juste avant de déposer ces fleurs dans le lac sacré, il nous avait demandé de formuler des vœux en nous-mêmes, voilà, pour nos vies respectives. Et le geste, après avoir formulé cette intention-là, le geste de recueillir ces fleurs qui portent notre intention et de les laisser dans le lac sacré, ça évoque quand même un sacré lâcher-prise, quoi, et une capacité à
à s'en remettre peut-être à plus grand pour que ses vœux se réalisent. En fait, je l'avais pas tout à fait réalisé à ce point-là sur le moment. Je l'avais plus pris comme de l'émotion pure du moment, mais c'est là, en y réfléchissant pour préparer cet épisode, où je me suis dit, waouh, symboliquement, remettre ton attention, tes vœux à ce lac sacré et laisser ses fleurs se laisser porter comme ça sur le lac, en fait, c'est fort, quoi. Parce que, effectivement, ça, bien sûr que à nous de mettre en œuvre l'énergie, le mouvement pour que ce que l'on souhaite se réalise, mais on est en fait bien petit et on a besoin de l'aide de quelque chose de plus grand, quoi, pour que nos vœux se réalisent. Ah ouais, c'était un très beau moment, très doux, touchant en fait. C'est vrai que même si le voyage en lui-même suffit à nous mettre dans un état d'investigation comme ça intérieur, malgré tout, on est dans une telle intensité aussi que on prend peu ces moments-là de recueillement. En tout cas, moi, je les prends pas. Donc là aussi, ouais, c'est un chouette, beau et doux moment. Ça m'a quand même inspiré aussi une petite frustration, mais qui est encore certainement liée aux grandes attentes que j'avais avec ce voyage. Et là encore, hein, puisque l'idée de cette série, c'est de voir en quoi le voyage vient titiller, réveiller notre petite voix. Peut-être que je mets parfois trop d'attentes, trop d'ambition, trop d'attentes. Et là, par exemple, sur ce voyage en Inde, pour moi qui pratique par exemple régulièrement le yoga ou qui me suis beaucoup intéressée grâce à mon ami Jean-Pierre à l'astrologie védique, et puis, mais tout simplement, quand on s'intéresse un petit peu à la spiritualité, on baigne dans ce monde-là. Et j'avoue que là, j'ai l'impression, c'est comme si je n'étais pas dans ce pays-là de cette spiritualité que j'entrevois un petit peu quand je suis en France, quoi. Par exemple, on parle évidemment beaucoup, notre guide nous a beaucoup parlé d'hindouisme, de toute la mythologie qu'il y a autour de ces 33 millions de dieux dans la religion hindouiste. Je vous mets au défi de les connaître tous. On a visité beaucoup de temples, donc, mais finalement, c'est comme si j'avais beaucoup vu, mais peu vécu. Donc cette cérémonie, elle était vraiment un cadeau à cet égard-là. Et en même temps, quand je constate cette petite frustration-là, il y a une certitude, c'est que dans le programme, on m'a jamais dit qu'on allait dans l'Inde spirituelle et du yoga. Donc voilà, c'est rigolo aussi, comme on a des attentes qui nous paraissent tellement évidentes qu'elles ne sont pas exprimées. Et voilà, à l'arrivée, il peut y avoir comme ça ce petit décalage. Peut-être que c'est tout simplement pour m'inviter à revenir en Inde dans quelques années, et peut-être que j'irai dans d'autres endroits où je serai plus connectée à cette spiritualité-là. Je sais pas. Voilà, je crois en avoir déjà pas mal dit. J'espère que cette petite série vous plaît. Là, quand même, le voyage touche à sa fin, puisque dans 24 heures, ou presque, je serai à l'aéroport de Delhi pour revenir en France. J'ai pas envie de vous reparler tout de suite de ce retour en France. Vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous de l'autre côté, quand je serai de retour dans le Beaujolais. C'est rigolo, là. Je crois que j'ai beaucoup parlé de contraste dans cette série. Donc là, de Beaujolais, il va y avoir du contraste aussi. Je vous propose de revenir vers vous quand je serai de retour dans mes pénates. Et ce sera l'occasion de dresser un petit bilan de ce voyage en Inde et de ce que ça m'a apporté. Et puis à très bientôt de l'autre côté en France. Bye.
Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment de voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour la suite de cette série de 6 épisodes en Inde. En attendant, pour voir les photos de mon incroyable voyage, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose, si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Ça compte pour moi. Merci beaucoup. À demain.